All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated, veuillez vous asseoir. Juge président, oui, bonjour à tous. Pouvons-nous appeler l'affaire, s'il vous plaît? Greffière d'audience, bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. Il s'agit de la situation du Darfour, Soudan, l'affaire le procureur contre Ali Mohamed Ali Abdulrahman. Référence de l'affaire ICC 0205 01 20. Et nous sommes en audience publique. Présidente, oui. Est-ce qu'on peut avoir les équipes de la défense, s'il vous plaît? Good morning, Madame. La Défense, bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges, bonjour chers collègues. Aujourd'hui, avec Monsieur Abdelrahman, présent dans ce prétoire aujourd'hui, notre stagiaire, Madame Valéria Oloub, notre professionnel visiteur, Monsieur Wilson Yuralcho, assistant juridique, Ahmad Issa, assistant au conseil Audrey Matteo, Ian Edwards et moi-même, Cyril Lauchi, conseil. Présidente, oui, merci, Maître Lauchi. L'accusation, s'il vous plaît. Le procureur, bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges, bonjour à tous dans le prétoire. Moi-même, Monsieur Nichols, Edward Jeremy, Alison Whitford, Laura Morris, Richard Mazzarella, Claire Sabatini et Diana Saba. Merci. Présidente, oui, et puis les représentants des victimes, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. Les victimes participantes ce matin sont représentées par Mélissa Beaulieu-Lucier et mon case manager Saïf Kassis, notre stagiaire Ahmed Alamad et moi-même Nathalie Van Steekelhorsen. Merci. Présidente, d'accord. Une seconde, s'il vous plaît. Yes. Alors, bien. Maître Lauchi, je crois que c'est à vous de commencer. Maître Lauchi, ah bon, je m'y attendais pas, mais je peux. Présidente, vous croyez que c'était qui commençait? Je pensais que c'était comme d'habitude, dans l'ordre habituel, mais pas de problème. Présidente, alors, normalement, c'est les arguments de la défense. Puis, enfin, bon, je sais pas. Maître Nichols, Monsieur Nichols, moi, je peux commencer, hein, si vous voulez, ça dépend de vous. Présidente, d'accord. Bon, je pensais que c'était la défense qui attaquait la condamnation. Bon, ouais, en fait, vous avez sans doute raison. Je vous en prie. Maître Lauchi, mais je peux, hein. Mais, Monsieur Nichols, merci, Madame la Présidente. J'espère que je m'en tiendrai à l'heure prévue. Alors, on va parler un petit peu d'abord de la personne devant nous aujourd'hui, M. Abdulrahman, reconnu lors du procès comme étant le criminel connu sous le pseudonyme d'Ali Kouchaïb. Il a été reconnu coupable de plusieurs crimes graves, crimes de guerre, contre l'humanité, sur une période de temps étendue, à une grande échelle. Et ces crimes ont eu pour effet des dégâts terribles et durables sur les survivants, des milliers de victimes particulièrement vulnérables. La peine dans cette affaire ne devrait pas être difficile à déterminer. Vous l'avez trouvé reconnu coupable de 27 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, au-delà de tout doute raisonnable, c'est-à-dire tous les agissements dont il était accusé. Tous
Tous ces crimes dont l'accusé a été reconnu coupable étaient particulièrement graves, commis contre plusieurs victimes, des victimes particulièrement vulnérables de tout âge, y compris, bien entendu, des enfants, garçons et filles, des détenus et des civils qui fuyaient les attaques. Torture, assassinats, viols et autres crimes ont été perpétrés avec une cruauté inimaginable, vraiment, et pour des motifs discriminatoires. L'assassinat d'au moins 213 personnes, 46 à tout le moins, à Kandoum et Bendissi, 53 au moins à Moukchar, au moins 114 à Delej. Il a personnellement assassiné au moins 2 victimes à Delej, Yanif et Sheikh, et Tor avec son hache. Viol d'une manière publique et brutale. Alors le viol est toujours cruel et brutal, certes, mais ici ça va vraiment au-delà de tout. Au moins 16 femmes de tout âge, les plus âgées, des filles, des enfants, avec des atteintes horribles à leur dignité pendant ces viols. Torture, au moins 200 victimes, 100 à Moukdar, 100 à Delej, y compris, comme vous l'avez reconnu, sa participation directe et personnelle dans la torture brutale de P96 qui souffre encore aujourd'hui de cette violence. Pi 986 est venu nous partager son traumatisme de se retrouver dans la même salle avec que son bourreau. Le transfert forcé, les populations civiles, à Kandoum, à Bendissi, ceux qui ont survécu à tout le moins, des familles entières, des civils, fuyant ces attaques d'Ali Kouchaïb, assistant au pillage et à l'incendie de leur propriété. Des gens déjà pauvres ont tout perdu en 2013. Beaucoup ne peuvent encore pas rentrer chez eux aujourd'hui. Ils vivent dans des camps de réfugiés depuis 20 ans. La douleur continue. Et il n'a montré aucun remords pour ces crimes. L'argument clé de la défense, c'est comme ça que l'argument clé, c'est comme ça que vous l'appelez, était un mensonge. Il est Ali Kouchaïb. Alors, j'en parlerai un tout petit peu de ces crimes ultérieurement. Mais les preuves montrent, d'après nous, que la seule peine juste, appropriée, serait une peine cumulée de prison à perpétuité. À travers ces opérations et de ces crimes extrêmement graves, il a agi avec une intention persécutoire. En l'occurrence, c'est principalement les victimes fourres. On le voit dans les paragraphes 933, 936, 900... Alors, je lis les paragraphes, mais je peux vous fournir les notes de chaque paragraphe, si vous le souhaitez. La Chambre, vous avez considéré, juste pour ne prendre qu'un exemple de ce comportement discriminatoire et persécuteur, qu'en fait, pendant les attaques au milieu des assassinats, des viols, des tortures, du pillage, la destruction, les transferts forcés, l'accusé a fêté cela avec ses aguides, disant qu'ils avaient vaincu l'ennemi. Ils avaient donné à l'ennemi une leçon qu'il n'oublierait jamais, que les fours n'oublieraient jamais cette leçon. Les fours étaient ses ennemis. Il a montré enthousiasme et énergie au moment de perpétrer ces crimes. Il les a perpétrés en connaissance de cause et avec, comme les preuves le montrent, enthousiasme. Aux opérations Kandoum et Bendissi, il a instruit des milliers de forces janjaouites sous son commandement.
Il leur a dit de tuer sans limite, de tout éradiquer. À Mukjar, on l'a entendu crier, et c'est au moment où les hommes étaient emmenés du commissariat pour être assassinés dans des pelotons d'exécution. On l'a entendu crier « Allahu Akbar !» Préparer leur tombe. Leur temps est venu, alors qu'ils partaient. Ils étaient emmenés pour être fusillés par ces hommes. On a parlé de sa position d'autorité puissante. On a reconnu ce haut niveau d'autorité au paragraphe 36 du jugement. Alors, je ne vais pas le lire à haute voix, mais on a un bon résumé. Il est reconnu d'avoir perpétré ces crimes à partir de cette position d'autorité sur des milliers de Janjaouides et parfois également des personnels qu'il a formés pour assassiner. On a les paragraphes. Alors, je vais lire une ligne du paragraphe 554. L'accusé a ensuite ordonné aux détenus de s'aligner. Et après ça, il a donné instruction aux Janjaouides et aux forces de les tuer, ces détenus. Il a dirigé la communauté Moudjahidine. On l'a vu dans les paragraphes 667-668. Il travaillait également très étroitement avec les forces gouvernementales. Et donc, il a été prouvé qu'il avait un contrôle de facto sur les Janjaouides qu'il commandait, donc sur la période en question. Et il a choisi de perpétrer ces crimes. Depuis cette autorité qu'il avait, il a choisi de se joindre à la combat contre les rebelles et donc de perpétrer les crimes pour lesquels il a été condamné. Il n'a pas été kidnappé quand il était petit, il n'a pas été obligé de combattre, il n'a pas été enrôlé de force dans une unité combattante. Il était un militaire illettré d'âge moyen avec son propre commerce à Garcilla et il savait qu'il pouvait être poursuivi pour les crimes. Et on a ça au paragraphe 52-55. Sa décision en 2003, assassinat, viol, torture, pillage, attaque contre les fours, transfert forcé, et quoi d'autre? Il les a perpétrés, ces crimes, répondant à une politique d'État du plus haut niveau, venant du plus haut niveau des forces gouvernementales du Soudan. Vous avez convenu que le président Bachir est le commandement le plus élevé des groupes gouvernementaux était responsable du plan exprimé avec l'objectif criminel d'attaquer les civils, les tribus et d'exécuter les leaders de ces communautés. Et l'accusé se vantait de ne prendre ces instructions que des ministres en disant qu'il avait un contact direct avec eux, 662 et 983. Donc oui, il n'est pas au sommet de la hiérarchie gouvernementale, c'était un subordonné, c'est vrai, mais il avait faim, il avait cette énergie et cette efficacité brutale dans la mise en œuvre de ce plan criminel. C'est lui qui allumait, de fait, les huttes, les maisons à Bindisi, à Kandoum. C'est lui qui supervisait la torture, les meurtres, parfois s'y livrant lui-même directement. C'est lui qui appelait les troupes janjaouis à Aqsa à ne laisser personne vivant. Ne laisser personne vivant, ne me ramener personne vivant. Voilà ce qu'il disait. Et c'était compris comme ce que c'était, c'est-à-dire des ordres pour tuer et violer. Paragraphe 8 de 6. Et finalement, il est la pointe visible et vicieuse de ce plan et de ces troupes. Je l'ai dit au début,
souffrance, peine à long terme pour les victimes qui demeurent encore aujourd'hui pour les survivants. Pourtant, lui a choisi d'être un fugitif pendant des années, vivant confortablement chez lui avec sa famille, dans sa ville de Radelberdi. Les victimes survivantes qui ont souffert et qui continuent de souffrir des conséquences n'ont pas encore pu rentrer chez elles. Elles vivent dans des conditions terribles, et la représentante légale des victimes l'a souligné dans cette affaire, dans des camps de réfugiés, après avoir tout perdu de son fait. Et ils ne peuvent pas retourner chez eux. Et il suffit de regarder les exemples d'expression des victimes, repris dans les observations des représentants légaux des victimes, pour se rendre compte de quel est cet impact sur elles. Mesdames les juges, dans votre décision, vous avez noté au moins 7 fois que la défense a mal représenté, a désorienté ou a essayé d'induire en erreur la Chambre. Ce sont par exemple les paragraphes 107, 114, 116, 117, 129, 140 et les notes en milieu de page 782. Et pourtant, ça continue, malheureusement, dans une certaine mesure. Au paragraphe 27 de leurs écritures pour cette audience-ci, la défense dit, alors je ne vais pas tout lire à haute voix. Président, une pause, s'il vous plaît, maître Nichols. Est-ce que vous pouvez attendre un petit peu, parce que vous citez des passages dont il faut que nous prenions connaissance. Vous dites, oui, le paragraphe 27 de l'écrit de la défense pour l'audience d'aujourd'hui. Yes, thank you. Présidente, ok, d'accord, merci. Monsieur Nichols, alors je ne vais pas lire tout le paragraphe, mais vous avez écrit, mesdames les juges, la Chambre considère... Alors, pardon, la défense a écrit, la Chambre considère que lui, donc leur client, était tout au plus l'un des plusieurs leaders locaux de ce qu'on appelle la milice Janjaweed. Et puis ça se poursuit, Monsieur Abdulrahman n'a pas agi de son propre chef, et lorsque c'est le cas, c'est sans autorité ou peu d'autorité sur les autres, et toujours dans le cadre de l'obéissance à des ordres qu'il avait reçus, si c'est lui. Alors, c'est juste pas vrai. Il suffit de voir l'exemple 469 de votre jugement. Vous avez écrit, à la fin de février 2004, un contingent d'approximativement 6000 membres des Janjaweed s'est rassemblé autour de Mukjar. L'accusé était le chef de ces Janjaweed qui prenait ordres et instructions de lui. Et vous pouvez également lire ces paragraphes du jugement pour dire à quel point cette affirmation est fausse. 539, 552, 554, 557, 983, 985, 1002 et 1003. Et comme je l'ai dit, on voit également que l'accusé donnait des ordres au personnel des forces gouvernementales au paragraphe 544, 554 et 668. Autre exemple, paragraphe 680 du jugement, vous notez, mesdames les juges, et on parle là de l'influence qu'avait l'accusé dans la zone avant le conflit, qu'il est intervenu dans les négociations tribales. Reprenons la phrase et citant le paragraphe 680 du jugement, la défense fait référence... Alors, il faut que je retrouve le paragraphe correspondant, mais la défense fait référence à la connaissance de la Chambre du rôle de M. Abdulrahman comme un homme de paix et comme un médiateur.
Bon, il va falloir que je retrouve le paragraphe, mesdames les juges, pardon. Mais si vous avez reconnu que la personne connue comme le nom d'Ali Koushaïb était un homme de paix, alors j'ai dû rater ce passage. Vous n'avez jamais conclu qu'il était un homme de paix. Et donc dire que vous l'avez reconnu, c'est conduire l'audience en public. Mesdames les juges, est-ce que, s'il vous plaît, on peut passer brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît, pardon. Présidente, oui. Huis clos partiel, s'il vous plaît.
La greffe à l'audience. Nous sommes de retour à l'audience publique, Madame la Présidente. Monsieur Nichols, Madame la Présidente, Mesdames les juges, s'agissant des antécédents militaires de l'accusé avant sa retraite, je vous exhorte à lire la déclaration liminaire de l'accusation T-129 ET du 20 octobre 2023 à la page 31, ligne 10, à la page 32, ligne 5. Je ne vais pas donner lecture de ce passage, mais pour l'essentiel, mes contradicteurs essaient de faire valoir que leur client ne pouvait être Ali Kouchaib. Il n'aurait pas pu être commandant des Janjaweed en 2003-2004 parce qu'il n'avait pas d'expérience en matière de combat au sein de l'armée et que ce n'était pas un commandant de combattants au sein de l'armée. Il répète le même argument dans le mémoire de première instance. Au paragraphe 31, il précise que leur client avait rejoint les forces gouvernementales, les forces régulières, alors qu'il n'avait que 15 ans. Et il est resté au sein des forces régulières jusqu'à sa retraite. Au début des années 90, et le grade le plus élevé qu'il ait obtenu était celui d'un moussaïd, c'est-à-dire un sous-officier. Il n'a jamais commandé ou été déployé dans une opération de combat et il n'a jamais occupé de poste de commandement. Je fais référence au paragraphe 3 du mémoire en clôture. Toutefois, si vous examinez la déclaration la plus récente qu'il a faite, ou les informations les plus récentes qui nous sont parvenues, au paragraphe 27, il a parlé amplement de son rôle de leadership au sein de son unité et comment il était fier de ne pas suivre les ordres des hauts commandants qui lui avaient demandé de battre en retraite. Il a pris le commandement de son unité alors qu'il était dans l'armée avant de partir à la retraite. C'est lui qui a pris le contrôle de son unité. Paragraphe 28. Il a mené une mission avec quelques hommes triés sur le volet pour combattre les rebelles et confisquer du bétail. Il a également mené ses hommes lors d'un siège les opposants à une unité de rebelles plus importante. Il a décidé d'attaquer en dépit du fait que ses officiers lui avaient dit que c'était trop risqué. Au paragraphe 29, il semble être fier et enthousiaste lorsqu'il parle de son leadership et de ses communications avec ses commandants supérieurs qui étaient satisfaits de son style de leadership. Au paragraphe 32, il a ajouté ceci. Le gouvernement du Soudan me connaissait très bien. Je suis quelqu'un de gentil, même si j'étais têtu et dangereux. J'ai mené à bien toutes les missions qu'il m'avait confiées. Tous les leaders, les chefs des tribus arabes, les chefs des tribus locales m'aimaient bien. Donc il n'est pas étonnant qu'il ait été choisi pour commander les Janjaweed en 2003-2004. Il avait l'expérience au sein de l'armée en matière de combat, en qualité de commandant dans la lutte contre les rebelles. J'en arrive maintenant à Koudoum et Bindizi. Et je passerai en revue très brièvement les crimes qui ont été commis et dont il a été reconnu coupable. Commençons par le début de la journée de cette journée d'août 2003, journée de l'attaque. Un convoi des représentants des CRF a traversé les villages pour rassurer la population que les Janjaweed n'allaient pas les attaquer. Cela montre un élément de préméditation et de manière assez sournoise, puisqu'ils avaient rassuré la population civile, ils leur avaient assuré qu'ils n'allaient pas les attaquer. La force assaillante qui était sous ses ordres a quitté Moukjar le 15 août 2003 et a attaqué Nierli et Tiro en se dirigeant vers Kodom. Après cela, ils ont attaqué Merli avant d'arriver à Bindizil le soir même.
Pendant toute l'attaque, l'accusé était présent sur le terrain. C'est ce que vous avez conclu. Et il a mené les Janjaweed en leur donnant des ordres et des instructions pour la commission des crimes comme Amsa Aksa, ratisser et nettoyer, couper l'herbe, sachant que les éléments allaient comprendre qu'il s'agissait d'ordre pour commettre des crimes, le genre de crimes qui ont été commis lors des opérations et auxquels il a participé personnellement. Il a supervisé les attaques. Sa présence, les ordres qu'il a donnés, son approbation de la conduite des attaques, y compris le fait de ne pas avoir puni ceux qui avaient commis des crimes, tout cela démontre qu'il avait participé à la commission de ces crimes et la gravité de ces crimes. Pendant l'attaque, alors que ces crimes étaient commis, l'accusé a ridiculisé ceux qui s'étaient opposés aux crimes qui étaient commis et a même félicité les combattants. Je vous renvoie au jugement en première instance au paragraphe 398. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'il a fait pendant l'attaque? Eh bien, il a félicité, il a salué et a célébré avec ses aguides, ses commandants, parce qu'ils avaient donné au four une leçon qu'il n'était pas prêt d'oublier. Le lendemain, il a donné l'ordre de poursuivre les opérations, de se déplacer pour détruire le reste des villages. À Bindizé, à Moukchar, paragraphe 439. Encore une fois, l'on voit que des maisons ont été pillées, incendiées, des biens ont été pillés, les marchés ont été détruits et même la mosquée a été détruite. J'ai évoqué aussi le transfert forcé de la population locale. La plupart de ces habitants étaient des fermiers, des commerçants, des petits commerçants qui n'avaient plus de moyens de survie, plus de maisons, plus de biens, sauf quelque chose qu'ils ont pu emmener avec eux alors qu'ils prenaient la fuite. Et nombre d'entre eux n'ont pas pu retourner sur leur territoire. Le déplacement de ces milliers de personnes pour qui la propriété foncière était essentielle pour assurer la survie de leur culture, de leur mode de vie, aggrave davantage l'impact de ces crimes. Je fais référence au paragraphe 277 de votre jugement, Madame la Présidente. Meurtre, au moins 46 personnes sans défense, des personnes âgées, des femmes et des jeunes ont été tués lors de cette opération. Ils ont été tués par les assaillants qui les ont abattus alors qu'ils prenaient la fuite. L'oncle de P11 a été abattu alors qu'il fuyait pendant l'attaque. Il en va de même pour le père de P15 qui a vu tous ses parents se faire tuer. D'autres ont été tués chez eux, paragraphe 458 du jugement. Le témoin P11 vous a raconté qu'une vingtaine d'hommes ont été capturés en même temps qu'elle. Ils ont été séparés des femmes. Ils ont été emmenés ailleurs. On leur avait attaché les mains derrière le dos avant de les exécuter, alors qu'ils étaient sous son contrôle. Paragraphes 424 et 429. Viol. Au moins 16 femmes et fillettes vulnérables de tous âges, des femmes âgées, de jeunes filles, ont été violées. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet odieux. Elles ont été violées dans des conditions horribles. Certaines ont été dénudées en public et violées, et d'autres, y compris des enfants, ont été menacés, obligés de regarder les viols et les violations. Nous avons une diapositive qui est affichée à l'écran maintenant. Merci, je crois que c'est évidence 2. Donc, voici ce que le témoin P15 a dit. Lorsque les femmes ont été violées, elles ont été violées devant moi. D'autres femmes ont été violées dans d'autres lieux. Je fais l'impasse sur la question. Tous les viols se sont passés devant nous. Ils nous ont même obligés à regarder ce qu'ils étaient en train de faire. Même les enfants ont été obligés de regarder ce qui se passait. Et cet enfant dont la mère a été violée, il a été jeté. Tout cela s'est passé devant nous. Nous avons été témoins de tout cela. Ces victimes, les survivantes, ont des séquelles durables, physiques et psychologiques, mais ils ont également subi des préjudices sociaux du fait de la stigmatisation attachée au viol.
dans leur culture et leur société. Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous avez reconnu l'impact particulier du viol sur les victimes, sur les enfants et la communauté dans son ensemble. Je vous renvoie au paragraphe 434 et 635 de votre jugement. Mais permettez-moi de vous rappeler les propos du P11. Lorsqu'elle a témoigné, elle a dit ceci. Les femmes qui avaient été violées, elles vivent aujourd'hui, elles ne se font plus d'illusions. Je sais que certaines d'entre elles se sont suicidées et se sont tuées. Certaines d'entre elles ont perdu la tête du fait de ce viol. Elles vivaient isolées de la communauté. Elles ne pouvaient pas fréquenter les autres. Je vais m'éloigner un peu des opérations maintenant pour vous parler du préjudice particulier que les femmes et les fillettes et les enfants, d'une manière générale, ont subi, comme cela a été constaté et conclu dans cette affaire. Pour nombre de ces personnes, essentiellement les victimes et les survivants, doivent survivre en tant que communauté sans la présence des hommes. Les hommes avaient été détenus, torturés, humiliés, comme le témoin P50 et 850 a dit, il n'y avait plus d'hommes dans ma famille. Leur absence a eu et continue d'avoir un impact considérable sur la communauté survivante des femmes. Surtout lorsqu'on pense au contexte culturel du Darfour, qui est une société patriarcale et patrilinéale. Le P005 a expliqué que les femmes sont devenues les chefs de famille, puisque c'est les seules survivantes en tant que parents seuls, ayant à composer avec des conditions de vie très difficiles dans les camps pour personnes déplacées, alors qu'elles vivaient elles-mêmes les traumatismes découlant des crimes qu'elles ont subis. Le viol d'au moins 16 femmes et filles à Koudoum et Bindizi. Vous avez conclu dans cette zone et dans des zones entourantes, les femmes ont été violées, mais pas seulement. Elles ont été poursuivies, pourchassées, frappées, battues, flagellées et parfois violées, victimes de viols collectifs par l'accusé et ses hommes, par les hommes de l'accusé plutôt. Je fais référence au paragraphe 894 à 896 du jugement. Ces femmes et ces filles ont été terrorisées, violées, et leur vie a été détruite à jamais. Et ce préjudice se poursuit, pas seulement du fait de la souffrance physique et mentale, mais aussi du fait du préjudice transgénérationnel. Je parle évidemment des enfants nés de ces viols qui souffrent de l'exclusion sociale continue et de la stigmatisation continue. Le témoin P15 a dit « Ces enfants n'avaient aucune valeur au sein de la société ». T93, je fais référence au T96, transcription 93, ligne page 18. Les enfants en particulier ont été les plus touchés par ces crimes. Les enfants, en principe, sont censés jouir de droits particuliers en tant qu'enfants. Or, l'accusé, qui le savait, puisque mes contradicteurs ont cité la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant pour montrer que les enfants de leurs clients avaient le droit d'avoir un contact avec leur père. Alors, brièvement, qu'en est-il des droits de ces enfants qui ont été victimes de ces crimes? Ces mêmes enfants qui ont été reconnus dans la Convention et que nous acceptons tous. De nombreux témoins sont venus dire à cette Chambre que les enfants n'étaient plus en mesure de poursuivre leur scolarité, qui a été interrompue par ces attaques, et n'ont pas réussi à poursuivre leur éducation dans les camps. Le droit à l'éducation et d'être scolarisé a été bafoué, et dans bien des cas, ces enfants n'ont pas pu retrouver ce droit. Évidemment, il y a aussi le droit de ne pas être exposé à l'exploitation sexuelle et les violations sexuelles. Je vous renvoie à la Convention, article 34 de cette Convention.
Et pourtant, il était responsable, vous l'avez reconnu coupable, de crimes liés au viol d'enfants. Le droit de ne pas être assujetti à des traitements cruels, à la torture ou privé de leur liberté de manière illicite. Or, la Chambre a conclu que, sous les ordres de l'accusé, les enfants ont été obligés d'être témoins de viols. Ils ont été arrêtés, détenus, battus, flagellés, frappés de coups de pied, obligés de s'allonger par terre en plein soleil, privés d'eau sans accès et de nourriture, sans accès aux toilettes. Ils ont été humiliés, ils ont été traités d'esclaves, ils ont été menacés avec des armes, ils ont été forcés d'être témoins de la maltraitance et de meurtre de leur famille et des membres de leur famille et de leur communauté. Le droit de ne pas être séparés de leurs parents. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ils ont été obligés de se séparer de leurs parents lorsque ceux-ci ont été tués. Et ils ont été séparés du reste de la famille pendant les attaques. Article 16 de la Convention, c'est les enfants fourrs avaient le droit de ne pas être exposés à des actes les empêchant de vivre avec leur famille ou dans leur domicile. Et plus important encore, le droit à la vie. Et vous avez conclu, en l'espèce, que ce droit a été bafoué lorsqu'ils ont été tués ou d'autres enfants ont été tués. J'en reviens maintenant aux opérations et je vais passer brièvement en revue l'attaque de Mukjar. Je vais commencer par un des ordres donnés par l'accusé. C'était au moment où on emmenait les hommes du commissariat de Mukjar pour qu'on aille les exécuter. Il a dit « tirez de nouveau, tirez de nouveau ». Non, c'était plutôt au lieu d'exécution. À Kortalba, il ordonne à ses hommes « tuez, tirez encore, tirez encore ». Il y en a peut-être qui ont survécu. Tirez sur eux. Paragraphe 544 de votre jugement. Donc l'ordre qu'il a donné, c'était de tirer et de s'assurer que tous étaient morts, qu'il n'y avait pas de survivants. Ces victimes n'ont jamais été revues vivants. Il n'y a eu que 2 survivants. Pendant les attaques et les opérations de Mukjar et d'Elej, que je vais aborder brièvement, il a utilisé la même formule. Arrêtez-les, séparez les détenus, les hommes des femmes, surtout les hommes fourrs, perçus comme étant des sympathisants des rebelles, maltraitez-les, torturez-les, puis tuez-les. Surtout des hommes, mais il y avait aussi des jeunes hommes, des garçons, qui ont été séparés de leur famille, arrêtés à des postes de contrôle lors des fouilles maison à maison. À Mukjar, les chefs communautaires fourrs étaient ciblés en particulier parce qu'ils ils ont été arrêtés, ils ont été immédiatement détenus sans être assujettis à quelque procédure que ce soit. Je vous renvoie au paragraphe 489 de votre jugement. Ces hommes et ces enfants ont été détenus dans les cellules de détention du commissariat de Mukjar. Ils ont été traités comme des animaux, sinon pire que des animaux. Ils ont été déplacés, ils ont fui les attaques de leur village pour se rendre dans d'autres villages. Ils sont arrivés à Mukjar pour y trouver refuge. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils étaient épuisés, ils avaient peur, ils étaient vulnérables. Est-ce qu'on leur a donné à manger? Est-ce qu'on leur a prodigué des soins médicaux? Non. Est-ce qu'on leur a permis de se reposer? Absolument pas. Vous avez entendu d'innombrables récits et descriptions des conditions déplorables au sein du commissariat de police de Mukjar pour les détenus. Les cellules étaient dégueulasses. Les détenus étaient entassés les uns par-dessus les autres. Il faisait très chaud. Il était difficile de respirer. Il faisait très chaud. Il n'avait nulle part où uriner ou déféquer, sauf dans la cellule même. Il n'avait pas accès à des soins médicaux.
Autour du 1er mars, l'accusé est arrivé avec ses forces au commissariat de police et a commencé à abuser physiquement et verbalement des détenus. Il les traitait de Tora Bora, de majous et d'esclaves. Il s'en est pris, comme il l'a toujours fait, au chef de la communauté Four. Il a menacé de tuer personnellement Omda Zarouk. Il se servait de sa hache classique pour casser des os, pour les blesser, pour causer des lésions. Madame la Présidente, nous avons une photo du P990 et de la blessure qu'il porte sur son corps des suites du coup asséné par l'accusé avec sa hache au commissariat de Moukjar. Le P903 s'est fait jeter des objets en plastique sur lui. Le P999 a été témoin d'un détenu qui s'est fait couper les oreilles. Ces crimes ont été commis contre des détenus sans défense qui étaient sous leur contrôle et cela a duré plus de 2 jours. Cela constitue des actes d'une cruauté particulière. Le 2 mars, autour de cette date, plusieurs responsables et officiers se sont réunis au commissariat de Moukjar, y compris le commandant des CRF, lieutenant-colonel Al-Taïb, ainsi que l'accusé. L'accusé a dit à ceux qui étaient présents qu'il faudrait prendre les prisonniers à Zelendji et il a donné des ordres directs et des instructions qu'il avait reçu des ordres directs et des instructions du ministre Haroun et qu'il n'avait pas obtenu des instructions de la part du Wali ou du Mu'tamid. Cela montre le pouvoir qu'il avait, l'autorité dont il jouissait. L'accusé a dit qu'il voulait que toutes les personnes déplacées à Moukjar soient tuées. Je fais référence au paragraphe 539 du jugement. Et lorsque le lieutenant-colonel Al-Taïb lui a dit qu'il ne devrait pas tuer ceux qui étaient venus des montagnes, l'accusé lui a répondu « Je peux communiquer directement avec le ministre. Qui êtes-vous pour me dire que je n'ai pas le droit de le faire? Je n'aurai qu'à gaspiller une balle pour me débarrasser de vous. » Après cette période de détention et de torture, les détenus ont été sortis de leurs cellules. L'accusé est présent. Il en sort quelques-uns personnellement. Ces détenus pleuraient alors qu'on les sortait de leurs cellules. L'accusé a frappé un certain nombre d'entre eux avec sa hache, y compris Omda Zarouk et Omda Haroun Nord. 500 paragraphes 554 et 555 du jugement. Au moins une cinquantaine de détenus ont été chargés dans les véhicules qui étaient entassés les uns par-dessus les autres et ils ont été emmenés au lieu d'exécution. Et au moment où ils allaient partir, l'accusé a de nouveau célébré sa cruauté, la cruauté de ses crimes. Il a commencé à dire « Allah Akbar Tora Bora est terminé, préparez leur tombe ». Et c'est ce qu'il a fait, paragraphe 549 du jugement. Les Janjaweed et les forces gouvernementales ont poursuivi, ont continué, même lors du transport, à battre et à insulter les détenus. Un des soldats leur a dit « Si l'un d'entre vous connaît des versets du Coran, alors je vous commencez à les lire parce qu'ils vont vous tuer dans un instant. » Paragraphe 553. Les 159 hommes et garçons qui ont été tués lors de l'attaque de Moukjar et d'Elej, et nous y arriverons dans un instant, n'avaient aucune chance de survivre à cause de l'accusé, les Janjaweed et les forces gouvernementales. Leur sort a été scellé parce qu'ils
ils représentaient quelque chose. La majorité des hommes fours ont été détenus à Mouktar et Delej. Ils n'ont pas été interrogés pour savoir s'ils étaient vraiment impliqués dans les opérations des rebelles. On a supposé qu'ils faisaient partie des rebelles, c'était des fours, c'était des hommes, et cela suffisait. Donc ces crimes étaient basés sur des motifs politiques, ethniques et liés au genre. Et aux yeux de l'accusé, cela suffisait pour les tuer et pour en faire des cibles. Il les traitait d'ennemis et il disait que les tuer, c'était son, et je cite, travail. Fin de citation. C'est d'ailleurs un terme qu'il a utilisé lors de l'opération d'assassinat. Je fais référence au paragraphe 557 du jugement. Et qui étaient ces victimes des exécutions de Mouktar? Eh bien, pareil que ceux qui étaient à Delej, des civils ordinaires qui fuyaient des attaques, littéralement qui étaient pourchassés par l'accusé. Des étudiants, des professeurs, des fermiers, des commerçants, des chefs de communauté qui ont laissé derrière eux leurs familles, des familles entières. Et ces familles ont été détruites et sont restées encore plus vulnérables que par le passé, avec la poursuite de la guerre. Je vais passer brièvement à Delej maintenant. Ce qui s'est passé à Delej pour ce qui concerne les victimes des attaques des 5 au 7 mars 2004 reste gravé à jamais dans leur mémoire. La douleur, la crainte, la perte terrible, c'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Ces 3 jours, les Janjaweed et les forces gouvernementales, menées par l'accusé Abdelrahman Ali Koucheib, ont pourchassé, torturé, humilié et tué plus de 100 hommes et garçons fours. Au moins 3 de ces 114 qu'ils ont tués étaient des enfants et d'autres, comme nous le savons, étaient des chefs communautaires. Je cite le témoin 994 brièvement, Madame la Présidente. Il explique ici le premier jour de l'opération de Delej. Lorsqu'ils se sont réveillés le matin, ils ont découvert qu'ils étaient assiégés. Les réfugiés étaient assiégés. C'était une journée particulièrement douloureuse. Ce que j'ai vu était atroce. Ce n'était pas acceptable. Ce sont des événements douloureux que je n'oublierai jamais. Cela reste gravé dans ma mémoire et je ne l'oublierai jamais jusqu'au jour du jugement. Le P 994, transcription 84, page 50. L'accusé a joué un rôle très important. Il était d'accord avec ses co-auteurs pour la commission de ces crimes à Delej. C'est lui qui commandait les Janjaweed lors de cette opération. Il était présent, il a participé aux préparatifs et à l'exécution des crimes personnellement. Il a donné des ordres. Personnellement, il a commis des crimes lui-même. En mars 2004, plus de 16 000 personnes s'étaient réunies à Delej après avoir fui leur domicile à la suite des attaques. Le témoin P995 avait 15 ans lorsque son village a été attaqué. Il s'est enfui vers la montagne en portant son jeune frère sur son dos. Pendant 8 jours, il est resté là, séparé de sa mère. Il n'avait pratiquement rien à manger ou à boire. Ses pieds saignaient parce qu'il avait parcouru de longues distances et il a trouvé refuge auprès d'une famille finalement à Delej. Je fais référence au P955, transcription numéro 63, page 30. La situation à Delej était terrible. Les gens essayaient d'aider, il n'y avait pas assez d'aliments pour tout le monde. Et le 5 mars, quel que soit l'abri qu'avaient ces réfugiés, ces personnes déplacées, qu'ils avaient trouvé ce refuge donc à Delej, n'était plus. Ils se sont réveillés ce matin-là, trouvé la ville entourée, encerclée par les forces janjaouides et gouvernementales menées par l'accusé qui sont entrés dans Delej. Il n'y avait pas d'issue, pas d'échappatoire. Il y avait une opération de fouille systématique, maison par maison. Les gens essayaient de se cacher
alors que les troupes assaillantes, janjaouides et gouvernementales, fouillaient les maisons pour retrouver des personnes fourdes qui n'étaient pas du village, menaçant les habitants, frappant et les emmenant comme des animaux vers le poste de police. À ce poste de police, à l'extérieur de celui-ci, au moins 100 personnes arrêtées, des hommes, des enfants, ont été forcés à rester ventre à terre, au soleil, sans aliments, sans eau. L'accusé était présent. Il commandait les janjaouides du poste de police. Il patrouillait autour des détenus. Et là encore, il leur criait dessus en disant « Vous avez fui. Vous êtes venus ici, même si vous fuyez vers le ciel, je vous attraperai. » C'est le paragraphe 607 du jugement. Les janjaouides n'avaient pas de pitié. Ils marchaient sur les détenus, les frappaient, ou encore leur plantaient des éléments dans les yeux. L'accusé a personnellement torturé ces détenus. Il a lui aussi marché personnellement sur les détenus au sol. Il les a frappés avec des bâtons à l'intérieur du poste de police. Il a assassiné une personne appelée Yanif avec sa hache. Et il a dit à Yanif, « Je ne vais pas perdre ne serait-ce qu'une balle pour toi, car elles sont chères, et nous payons pour celle-ci. Donc, ce que je vais utiliser, c'est cette hache. » Et il le fait. Paragraphe 611. Deuxième meurtre qu'il commet un délège en public, chèque moteur, avec sa hache, en public, cruel. Il assassine ce cheikh avec sa hache. Lorsque le moment est venu de tuer les détenus, il supervise le processus, il instruit, il donne instruction aux hommes pour charger les détenus dans des camionnettes, dans des Land Cruiser. Les enfants sont chargés dans ces véhicules, des enfants de 13 à 14 ans, emmenés vers leur propre mort. Ce sont les paragraphes 617-618. Et pendant ce processus, l'accusé a perpétré personnellement ces crimes d'une cruauté exceptionnelle. Et un autre, un homme, Issa Haroun, qui s'est opposé à ce que son fils de 13 ou 14 ans soit emmené. Il a dit « Ne prenez pas mon fils ». L'accusé a refusé de libérer le garçon. Issa Haroun a dit à l'accusé « J'irai là où vous l'emmènerez ». Abdulrahman Ali Koushaeb a dit à cette personne de monter dans le camion, dans le véhicule. Et les deux ont été assassinés sur le lieu de l'exécution, père et fils. Une centaine de détenus étaient transportés vers des lieux à l'extérieur de Délège pour y être fusillés. Abdulrahman lui-même, présent sur un des sites d'exécution au nord-est de Délège, où au moins 70 à 80 détenus ont été tués. Après qu'il ait donné ses instructions, les janjaouides les ont tués. Ils leur ont tiré dessus avec leurs mitraillettes et leurs kalachnikov. 2 hommes, simplement, ont survécu. L'un d'entre eux gravement blessé, puis décédé une fois qu'il soit parvenu à marcher jusqu'à Délège. C'est le paragraphe 629. Les corps laissés derrière eux ont été découverts plus tard par des civils survivants, y compris des enfants. Certaines personnes ont vu leurs propres membres de la famille, des membres de leur propre famille gisant sur ces lieux d'exécution. P0671 n'avait que 17 ans lorsqu'il a trouvé son père et son frère assassinés par l'accusé. Il a déclaré « J'étais vraiment affecté et touché par la mort de mon grand frère et de mon père, parce que mon père était mon guide dans ma vie. Il m'a enseigné, il m'éduquait. Il m'a pris avec lui à la ferme, mais c'était mon phare
dans la vie. Lorsque je l'ai perdu le 5 mars, j'étais extrêmement triste parce que j'avais perdu une grande partie de moi-même. Transcription, page 98. Pardon, transcription numéro 98, page 85. Je parlerai brièvement des leaders de la communauté tués à Delège. Les meurtres ne sont pas arrêtés là, aux exécutions de masse. Ils se sont prolongés 2 jours plus tard, le 7 mars, alors qu'un groupe de chefs de communauté a été assassiné. L'un d'entre eux, c'était l'Oumda de Forgo, Oumda Ahmed Abdul Shafa, pardon, connu comme Kindiri. On voit sa photo. Alors, on ne voit pas très bien, mais là, il sourit, mesdames les juges, parce que c'était un événement festif, heureux, une cérémonie en 95, avant que leur vie ne soit détruite. Et cette cérémonie de 95, pour annoncer les résultats scolaires. Cette personne, Oumda Kindiri, avait une grande famille lorsqu'il était assassiné à Delège par l'accusé. Certains de cette famille étaient présents 2 jours avant, lorsqu'il a été arrêté, et il pleurait lorsqu'ils l'ont emmené de la maison où il était. Et lorsqu'ils ont commencé à pleurer, l'accusé a menacé de leur tirer dessus. Paragraphe 602 et 908. Un membre de sa famille, P0955, a décrit Oumda Kindiri à l'arrière d'un véhicule, les mains liées. C'est la dernière fois qu'il l'a vu vivant. Et 0955, a déclaré, il a regardé dans ma direction, nos regards se sont croisés, c'était très émotif et nous avons tous les deux commencé à pleurer. C'est DAROTP 0220 0620 jusqu'à 0630, paragraphe 41. Cette famille, sa famille, 20 ans après son meurtre, n'ont pas encore pu trouver son corps, ni l'enterrer dignement. Ce que l'on voit à l'écran, mesdames les juges, 2 autres Oumda qui ont été assassinés à Delège. Oumda Mohamed Suleiman Abdul Shafa, connu comme Dirbo, et l'Oumda de Tonako. Cheikh Ismaël Abdulaziz, connu comme Dikobi de Garcila. Assassiné sans raison à Delège. Le ciblage et l'assassinat des chefs communautaires avaient un impact particulier et durable sur leur famille et sur leur communauté qu'ils servaient, car ils étaient importants pour ces communautés. On le retrouve dans le jugement, paragraphe 656, et je lis: l'exécution des cheikhs et des Oumda, en particulier, avait un impact significatif sur les communautés Four de Moukjar et d'Elège, eu égard à leur rôle concret et symbolique et à leur importance. Ces chefs étaient des guides, résolvaient les conflits et maintenaient la cohésion de la communauté. Leur perte de la communauté Four a laissé cette communauté sans chef, sans leader dont ils dépendaient pour leur vie quotidienne. Voilà comment ça a aidé également à détruire la communauté. En conclusion, Kondoum et Bindisi, Moukjar, Delège, les crimes pour lesquels l'accusé a été reconnu coupable d'une violence extrême, d'une cruauté extrême contre des victimes multiples et particulièrement vulnérables. Cette souffrance ne peut pas et n'a pas été réparée. J'approche de la fin, mesdames les juges, et avant de conclure, permettez-moi brièvement d'aborder ce que la défense considère comme une peine appropriée.
en l'occurrence. La défense reconnaît que la peine doit reconnaître la souffrance des victimes, c'est le paragraphe 7 de leurs écritures. D'après la défense, une peine proportionnée à la culpabilité du client, paragraphe 3, serait d'ordonner que la Chambre ordonne la libération immédiate de M. Abdelrahman avec peut-être une amende. Mais bien sûr, il dit qu'il n'a pas d'argent. Page 46. Donc, 27 chefs d'accusation, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution, torture. Donc, pour eux, une peine proportionnée qui prendrait en considération la souffrance des victimes serait une libération immédiate. Alors, il va sans dire que ce serait tout simplement injuste comme peine. Exactement l'inverse de ce que l'on attend d'un effet dissuasif si nécessaire aujourd'hui. Mesdames les juges, la seule peine appropriée est une peine conjointe à perpétuité. Nous avons nos arguments pour cela, bien sûr, mais permettez-moi d'en souligner deux. La gravité des crimes est extrême. Beaucoup plus que la jurisprudence malheureuse devant cette cour, que seule une peine à perpétuité pourrait compenser et dissuader. Au paragraphe 141 à 144 de notre écriture, nous retrouvons ces arguments. Mais ce que nous pouvons voir dans ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que ce n'est qu'une partie des preuves qui prouvent l'atrocité de ces crimes. Les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable, tous ces crimes, portés sur des victimes particulièrement sans défense. Tous ces crimes montraient une cruauté particulière, une multiplicité de victimes, et tous ces crimes étaient perpétrés pour des raisons discriminatoires. Circonstances atténuantes, des vraies circonstances atténuantes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun remords. Toute la défense selon laquelle ce n'était pas Ali Kouchaïb était un mensonge. Défense positive des témoins, des victimes. On dit que non seulement l'argument c'était qu'il n'était pas Ali Kouchaïb, mais qu'en plus Ali Kouchaïb, en l'occurrence, n'existait pas, n'a jamais existé. La remise, après 30 ans de fuite, simplement pour éviter la prison, et peut-être une exécution, une mutilation, une crucifixion au Soudan, ne doit avoir aucun poids. Voilà ce que nous défendons au paragraphe 144-146. Aucun poids conféré à sa reddition. Circonstances personnelles, âge, situation familiale, absence de casier judiciaire, là encore, aucun effet les circonstances atténuantes. Alors, s'il n'avait pas fui pendant 13 ans, il n'aurait pas l'âge qu'il a. Et sa situation familiale, éloigné de sa famille, et bien voilà, c'est ce qui se passe lorsque l'on commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et qu'on est déclaré coupable de ceci. On accomplit sa peine loin de sa famille. C'est comme ça. La supposée bonne conduite, appelons-la comme ça, après 2003-2004, Riyad El-Berdi, là aussi, aucun poids. On a eu des 40, des 41, sont pas crédibles. On voulait qu'ils viennent pour les contre-interroger. Alors, je veux dire, je
pense que si 40 et 41 étaient venus, ils n'auraient pas tiré notre contre-interrogatoire, comme d'autres. Alors, mesdames les juges, je vais m'en tenir là. Nous demandons respectueusement, mesdames les juges, que vous n'imposiez la seule peine équitable, juste, une condamnation d'emprisonnement à perpétuité. Merci. Présidente, Monsieur Nichols, quelques questions sur vos écritures. D'abord, pouvez-vous aller au paragraphe 9, s'il vous plaît? Oui, vos écritures, oui. Vous déclarez, vous parlez de la condamnation conjointe, que l'absence de lien entre les trois opérations ou de chevauchement, alors prison à vie, je ne sais pas très bien pourquoi vous dites ça. Est-ce que vous dites que ce sont, comment dire, des condamnations ou des incidents indépendants ou séries d'incidents indépendants, c'est ça? Monsieur Nichols, oui, en fait, je pense que ce sont trois opérations distinctes, similaires. Donc, il y a un recoupement à faire dans la méthode, dans les forces utilisées, mais nous avons présenté ces événements comme trois opérations distinctes qui ont eu lieu à des lieux différents, en des lieux différents, à des temps différents. Mais les preuves dont vous appelez, que vous avez invoquées font de Delège une continuation de Moukjar, non? Ah, oui, oui, oui. C'est dans le prolongement. C'est la même conduite, ça a lieu quelques jours plus tard, mais toutes les victimes sont différentes, sont distinctes aussi. Alors, je veux comprendre quel est l'argument. Est-ce que vous dites que la peine doit être plus forte puisqu'il s'agit d'événements séparés, indépendants, c'est ça? Oui. Oui, oui, c'est ça. Et ils se sont poursuivis l'un après l'autre et après l'autre. Donc, en d'autres termes, il a poursuivi ses agissements, il a perpétré ses crimes à Kundum, à Bindisi, puis avec ses forces-là, il a perpétré ses crimes à Moukjar, et puis ça se poursuit, bien sûr, avec Delège aussi. D'accord, je suis président. D'accord. Deuxième point, c'est celui-ci. Si l'on en vient alors au viol. Paragraphe 32. Ah, pardon, c'est pas les viols. C'est les autres crimes et la participation, le niveau de participation et d'intention. Alors, vous dites là, dernière phrase, sa présence et son approbation avant, pendant et après l'attaque et l'environnement permissif qu'il a créé pour ces crimes, y compris l'absence de punition des membres de Janjaweed sous son commandement pour les crimes perpétrés. Mais vous n'avez pas comme chef d'accusation la responsabilité du chef, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que vous essayez de suggérer avec cette phrase? Monsieur Nichols, je crois qu'on essaie de dire, mesdames les juges, qu'en plus du co-auteur, pour lesquels il y a une charge, ce comportement illustre le rôle essentiel qu'il joue et cette intention. Je crois que
l'élément clé, c'est présence et approbation. Donc il s'assure qu'en fait, ces troupes appliquent ces ordres et donc commettent les crimes ordonnés dans ces différentes opérations. Mais oui, oui, bien sûr, vous avez raison. Ça ne fait pas l'objet d'un chef d'accusation au titre de l'article 28, oui. D'accord. Et puis, point suivant, c'est lorsque vous avez suggéré plusieurs fois aujourd'hui, mais bon, enfin, on va peut-être aller à l'écrit, c'est plus simple. Lorsque vous parlez de torture et atteinte à la dignité humaine, vous dites, comme vous l'avez dit aujourd'hui, au paragraphe 92, que les détenus étaient soumis à des actes d'une cruauté particulière et vous parlez de la gravité de ces abus. Mais de fait, comment sommes-nous censés prendre ça en compte eu égard au principe selon lequel un élément juridique d'un crime ne peut pas être considéré comme un facteur aggravant? Monsieur Nichols. Oui, c'est vrai, pour la torture, Madame la Présidente, mais à 145, selon 145, cruauté et multiplicité des victimes, là, ça s'applique aux deux circonstances, aux deux cas. Présidente, oui, d'accord, mais c'est la torture elle-même, voilà. La torture en elle-même est une cruauté particulière, n'est-ce pas? Procureur, oui, effectivement, on peut pas compter deux fois les choses, hein. C'est pas ça que je demande, mais j'en suis conscient. Présidente, alors, ce que vous dites, c'est que au paragraphe 99, vous décrivez les conséquences physiques et vous décrivez ce qui est arrivé à ces gens, mais vous faites également référence à une nuisance psychologique sans mentionner pourtant la nature même de ce dommage psychologique. Monsieur Nicole, je crois... Alors, j'ai pas les témoignages des victimes, mais plusieurs parlent de ces souffrances. C'est plus par rapport aux représentants légaux des victimes, enfin, les arguments avancés par les représentants des victimes, les victimes qui expliquent comment leur père leur ment, comment ils n'oublieront jamais le jour de cette attaque et de ces crimes dont ils souffrent encore. Et alors, pareil, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a des témoins qui ont déclaré, ou des victimes qui ont déclaré qu'ils n'ont pas pu poursuivre des études et que cela a eu un impact psychologique sur leur vie. Et puis, bien sûr, la dureté de la vie dans les camps, le fait d'être déplacé pendant plus de 20 ans et la nuisance que cela suppose au quotidien. Présidente, d'accord. D'accord, c'est ce que je dis, donc vous n'avez pas mentionné ça spécifiquement. Bon, très bien. Alors, est-ce que j'ai le bon ordre? Ensuite, nous allons écouter les représentants des victimes, c'est bien ça? Très bien, merci. Donc c'est le bon ordre, l'ordre normal, quoi. Oui, Maître Lauchi. Madame la Présidente, juste pour s'organiser la journée, donc nous allons entendre les représentants légaux des victimes, puis nous commençons. Nous avons demandé... Pour notre intervention, notre premier cycle d'intervention, nous avons demandé 2 sessions. Ce qui signifie... Enfin, comment souhaitez-vous que l'on procède? Je ne sais pas combien de temps prendra ma collègue, et je ne suis pas du tout en train de suggérer qu'elle doit accélérer, hein, c'est pas ça du tout. Mais ma question, c'est, est-ce que vous aimeriez que nous poursuivions aujourd'hui, plus tard, ou est-ce qu'on finit demain avant P16. Présidente, alors, j'aurais pensé... Alors, votre intervention prévoit, comment dire, une palette assez large de sujets. Et je me demandais ce matin si on allait pouvoir
clore toutes les présentations aujourd'hui, d'abord. Et le témoin 16, alors je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'on peut le prévoir pour un mercredi matin, si besoin. On verra où on en est, le moment venu. Maître Van der Hausen, combien de temps ça va vous prendre à peu près? Représentant exécutif. Je pense qu'on a à peu près pour 1 heure. Notre idée aujourd'hui, c'est de répondre aux arguments de la défense et des réflexions plus générales, y compris des interventions, des témoignages de nos clients que l'on garde pour la fin. D'accord, je comprends qu'il y aura un deuxième cycle d'intervention, effectivement. Alors, ça se change d'un jour, mais est-ce qu'on pourrait faire ça mercredi matin? Oui, bien sûr, pas de problème, on est prêt à cela. Très bien. Alors, ben, on fera comme ça si besoin, mercredi matin. Bien, on lève la séance et on se retrouve 11h30. Merci.